Ses yeux brillèrent de larmes, telles des gouttes de rosée matinale, mais ces larmes n'exprimaient aucune joie. Dans le petit village où chacun connaissait les secrets des autres, Anna s'avançait vers l'autel, un bouquet de fleurs fanées à la main. Le marié était un homme qui aurait pu être son père. Personne ne se doutait que cette nuit-là, elle découvrirait une vérité qui bouleverserait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, sur lui et sur son passé. Le soleil déclinait déjà, peignant le toit de la vieille maison d'une douce lumière dorée. À l'intérieur, dans une petite chambre aux murs blanchis à la chaux et aux rideaux délavés, Anna se tenait devant un vieux miroir légèrement terni. Ses doigts effleuraient nerveusement l'ourlet de sa simple robe blanche, confectionnée dans un tissu bon marché acheté à la foire du village. Elle flottait un peu sur elle, et chaque couture rappelait la hâte avec laquelle sa mère l'avait préparée pour ce jour. De la pièce voisine s'éleva la voix douce et tremblante de sa mère. « Anna, dépêche-toi, ils attendent !» Sa voix était un mélange de fatigue et de peur, et Anna savait que sa mère redoutait l'avenir tout autant qu'elle. Les mots restèrent coincés dans la gorge d'Anna. Elle se pencha vers l'étagère en bois où se trouvait une unique photographie. Un garçon d'environ 8 ans, le visage constellé de taches de rousseur et arborant un sourire édenté. C'était son petit frère, Piotr. Il était hospitalisé en ville en attente d'une opération cardiaque complexe que leur famille n'aurait jamais pu se permettre. Anna serra plus fort la photo contre sa poitrine et murmura à voix basse « Pour toi, Petya, rien que pour toi ». Elle prit une profonde inspiration, rabattit son fin voile et sortit dans le couloir. Sa mère se tenait près de la porte, vêtue d'un vieux châle de laine. Ses yeux étaient ronds et rouges de larmes contenues. « Pardonne-moi, ma fille, dit-elle en ajustant le voile. Nous n'avions pas d'autre choix. » Près du portail se tenait une Volga sombre, au chrome brillant mais par endroits terni. À côté de la voiture attendait un homme grand, en costume sombre, au regard froid, l'assistant du marié. Il ouvrit la portière arrière et fit un signe de tête silencieux à Anna. En s'asseyant dans la voiture, elle sentit son cœur battre à tout rompre. Dehors défilaient comptés des maisons et des champs familiers, tandis que devant elle s'étendait un destin inconnu. Elle ne savait pas ce qui l'attendait cette nuit-là, mais elle pressentait que ce serait une épreuve qui la changerait à jamais. La route vers la ville semblait interminable. La voiture tanguait doucement sur ses vieilles suspensions, et à chaque virage, l'angoisse d'Anna ne faisait que grandir. L'assistant du marié, un homme d'une 40aine d'années, était assis en silence à l'avant, à côté du chauffeur. Parfois, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, mais son regard était indifférent, celui d'un homme habitué à obéir aux ordres. À travers la vitre, Anna voyait défiler les champs gris d'automne, les arbres clairsemés et les maisons de village à la peinture écaillée. Les feuilles tourbillonnantes et dans l'air, tombant sur la terre humide d'une pluie récente. On aurait dit que la nature elle-même savait ce qui l'attendait et lui disait adieu en silence. Une demi-heure plus tard, les premières lumières de la ville apparurent. La voiture quitta la rue principale pour une ruelle plus calme pavée de gros galets. Ils s'arrêtèrent bientôt devant un vieil hôtel particulier aux hautes fenêtres et au portail en fer forgé. Le bâtiment semblait bien entretenu, mais il dégageait une atmosphère d'antan. De lourds rideaux, des portes massives et des murs de pierre légèrement décolorés. Un homme en manteau gris leur ouvrit le portail, s'inclina profondément et les fit entrer. Anna fut accueillie par une femme d'une 60aine d'années, vêtue d'une robe sombre et aux cheveux soigneusement coiffés. « Bienvenue, ma chère, dit-elle d'une voix douce. Je m'appelle Marfa, je m'occupe de la maison. Viens, je vais te conduire au salon. » Elles traversèrent un long couloir, dont les murs étaient couverts de photographies anciennes et de tableaux au cadre doré. Dans le salon, plusieurs personnes étaient déjà réunies, 2 hommes âgés en costume strict, une femme dans une coûteuse robe bleu foncé, et quelqu'un d'autre assis dans l'ombre près de la cheminée. Anna sentit leur regard froid et scrutateur se poser sur elle, comme s'ils l'examinaient non pas comme une personne, mais comme un objet. « La voici, dit doucement Marfa en poussant légèrement Anna en avant. La mariée. » À cet instant, celui qui était assis près de la cheminée se leva. C'était lui, le marié. Un homme grand et mince, aux cheveux gris et épais, le visage sillonné de rides profondes. Ses yeux gris et fatigués la fixaient, mais ils n'exprimaient ni désir ni admiration, seulement une sorte de rêverie silencieuse. « Anna, dit-il à voix basse, presque en un murmure, « heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Pavel Sergueïevitch. » Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. La soirée se déroula dans un silence étrange. Après une cérémonie de signature brève et formelle, tout le monde se dispersa. On conduisit Anna dans une chambre spacieuse au 2e étage, dotée d'un grand lit, d'une coiffeuse ancienne et d'une grande fenêtre donnant sur le jardin.
Marfa lui souhaita une bonne nuit et la laissa seule. Anna se tenait près de la fenêtre, regardant les silhouettes sombres des arbres. Tout en elle était tendu, comme avant un plongeon dans l'eau froide. Elle savait que le marié pouvait arriver d'une minute à l'autre, et la peur l'envahissait. Elle s'assit sur le bord du lit, agrippant le couvre-lit et essayant de calmer sa respiration. Les minutes s'étiraient, douloureusement longues. Des pas se firent entendre derrière la porte. Le cœur d'Anna se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. La porte s'ouvrit lentement et Pavel Sergueïevitch entra. Il portait une robe de chambre sombre par-dessus une chemise blanche et, bien qu'il marchât d'un pas assuré, il tenait une canne à la main. Il referma la porte derrière lui, s'arrêta sur le seuil et la regarda un moment en silence. Puis, de manière inattendue, il posa un genou à terre. « Pardonne-moi, dit-il doucement. Je sais ce que cela peut paraître. Je sais ce que tu penses, mais je ne t'ai pas épousé pour ce que tu crains. » Anna était déconcertée. Elle s'attendait à tout, sauf à ces mots. « Pourquoi alors ?» laissa-t-elle échapper. Il soupira et détourna le regard. « Je vais bientôt quitter ce monde. Je n'ai ni famille, ni personne pour être à mes côtés durant ces derniers mois. Mais il y a quelque chose que je dois faire, et pour cela, j'ai besoin de quelqu'un qui soit simplement là. » Sa voix était un étrange mélange de fatigue et de sincérité. Anna ne savait pas si elle devait le croire, mais au fond d'elle, elle sentit que ces mots cachaient en Kshomash quelque chose de plus. « Demain, je te raconterai tout, dit-il en se relevant. Aujourd'hui, repose-toi. Cette chambre est la tienne, et je n'en franchirai pas le seuil sans ton consentement. » Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il ajouta « Et Anna, tu as fait plus que tu ne le penses aujourd'hui. » Il partit, la laissant seule avec des pensées qui l'empêchèrent de fermer l'œil jusqu'au matin. Aux premières lueurs du jour, Anna se réveilla, ne réalisant pas tout de suite où elle se trouvait. La chambre au haut plafond, l'odeur du vieux bois, le gazouillis des oiseaux derrière la fenêtre, tout lui rappela la veille. Elle s'assit sur le lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine, et resta longtemps en silence, à l'écoute de ses propres pensées. On frappe à la porte. « Puis-je entrer ?» demanda la voix douce de Marfa. « Oui, » répondit Anna. La gouvernante apporta un plateau avec du thé, une tranche de pain frais et de la confiture. « Pavel Sergueïevitch vous attend dans le jardin, » dit-elle en posant le plateau sur la table. « Il a dit qu'il voulait vous montrer quelque chose d'important. » Anna hocha la tête en silence, fit sa toilette, arrangea ses cheveux et jeta un léger fichu sur ses épaules. Son cœur se serra. Elle ignorait ce que cette chose importante pouvait bien être. Le jardin était grand et bien entretenu, avec des allées pavées, de vieux tilleuls et un kiosque en bois au fond. Pavel Sergueïevitch y était assis, appuyé sur sa canne. Devant lui était posé un épais cahier à la couverture de cuir usé. « Bonjour Anna, dit-il en levant la tête. Asseyez-vous. » Elle s'assit en face de lui, sentant son regard insistant mais calme. « Hier, j'ai dit qu'il y avait quelque chose que je devais faire, commença-t-il. Mais avant de vous expliquer, vous devez savoir qui je suis vraiment. » Il ouvrit le cahier. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des coupures de journaux, des photographies. Sur l'une d'elles, on le voyait, des années auparavant, grand sûr de lui, dans un costume coûteux et avec un sourire suffisant. « Je n'ai pas toujours été celui que vous voyez aujourd'hui. Autrefois, j'étais cruel et avide. Je travaillais pour une société commerciale qui rachetait des terres et brisait des destins, simplement pour construire un autre immeuble de rapport ou une usine. J'ai moi-même forcé des familles sikhes à quitter leur maison pour une bouchée de pain. » Anna fronça les sourcils, mais resta silencieuse. « Un jour, poursuivit-il, j'ai aidé un homme influent à fermer un orphelinat. Nous avons accusé son directeur de fraude. Tout était faux. Le terrain a été vendu pour construire un hôtel. Les enfants... » Il ferma les yeux un instant. Beaucoup d'entre eux ont disparu, et 3 sont morts dans l'année qui a suivi. À l'époque, je n'y pensais pas. Sa voix tremblait, mais il continua. De nombreuses années ont passé. Je suis devenu riche, mais je suis resté seul. Mes amis sont partis, je n'ai plus de famille. Et puis un médecin m'a dit qu'il me restait peu de temps à vivre, et j'ai compris. Tout ce que j'ai, c'est le poids de mes péchés. Il se tut, lui laissant le temps d'assimiler ses paroles. « Et que voulez-vous de moi ?» demanda finalement Anna. « Je veux que tu sois mon témoin, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « J'ai besoin que quelqu'un sache que j'ai essayé de tout réparer. Non pas pour être pardonné, mais pour que la vérité survive. J'ai l'intention de visiter tous les lieux que j'ai détruits, et de rendre au moins une partie de ce que j'ai pris. » Anna sentit un tumulte en elle, le dégoût pour ce qu'il avait fait et un étrange respect pour son aveu. « Et quel était mon rôle là-dedans ?» demanda-t-elle presque en un murmure. « Parce que tu... » Il hésita un instant. «
Tu es pur, tu n'as aucune raison de mentir, et je suis au courant pour ton frère. L'opération est déjà payée. Anna se figea. C'est vous ? Sa voix trembla. Oui. Et je ne demande pas de gratitude. Cela fait partie de notre accord. Tu m'aideras dans mon dernier voyage et je vous aiderai toi et ta famille. Elle se détourna pour cacher ses larmes. Tout était si confus. Il était l'homme qui avait détruit des vies et en même temps celui qui allait sauver son frère. D'accord, dit-elle enfin. Mais je veux tout savoir. Tu sauras tout, acquiesça-t-il. Aujourd'hui, nous allons en ville, sur le site de l'ancien orphelinat. Je veux rencontrer un homme à qui j'ai fait particulièrement de mal à l'époque. Le trajet fut long et silencieux. Pavel Sergueïevitch était assis, les yeux fermés, marmonnant parfois quelque chose entre ses dents, une prière ou des souvenirs. Anna regardait par la fenêtre, voyant les immeubles, les marchés bruyants et les nouveaux cafés surgir à la périphérie de la ville. Mais au fond d'elle grandissait le sentiment qu'il ne se rendait pas simplement en ville, mais dans un passé auquel on ne pouvait retourner sans conséquence. Finalement, la voiture s'arrêta devant un chantier de construction. À la place de l'orphelinat, se dressait maintenant la carcasse d'un futur hôtel. Partout, le fracas du métal, l'odeur du ciment, des ouvriers en casque. « C'est ici, dit-il doucement. C'est ici que des enfants riaient autrefois. » Ils restèrent là, en silence, jusqu'à ce qu'un homme en tenue de chantier s'approche d'eux. Il devait avoir la cinquantaine, avec un regard dur et des mains fortes. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, mais en voyant Pavel Sergueïevitch, son visage changea soudainement. « Ah, c'est vous !» Pavel Sergueïevitch hocha la tête. « Vous êtes le fils du directeur de l'orphelinat, n'est-ce pas ?» Oui, sa voix devint glaciale. « Vous avez détruit la vie de mon père et de ses enfants. » Pavel Sergueïevitch baissa les yeux. « Je suis venu demander pardon et proposer mon aide. Je veux reconstruire l'orphelinat ailleurs, mais sous le même nom. » L'homme qui s'appelait Alexei resta silencieux quelques secondes, puis eut un rire amer. « Le pardon, après 20 ans ? Je ne sais pas si vous le méritez, mais si vous voulez vraiment aider, prouvez-le par des actes. »« Je le prouverai, dit doucement Pavel Sergueïevitch. Tout ce qu'il me reste y sera consacré. » Anna se tenait à côté, sans intervenir. Elle sentait qu'elle était le témoin de quelque chose d'important et de douloureux, et pour la première fois, elle pensa que cet homme essayait peut-être vraiment de changer la fin de son histoire. Après sa rencontre avec Alexei, Pavel Sergueïevitch semblait épuisé. Il s'assit lentement dans la voiture, s'adossa au siège et ferma les yeux. Son visage était devenu gris, ses lèvres blanches. Anna remarqua pour la première fois que ses mains tremblaient en tenant sa canne. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je vais bien, » répondit-il, mais sa voix était sourde, comme venant des profondeurs. Juste des souvenirs. C'est plus dur que je ne le pensais. La voiture démarra, mais ils ne roulèrent en pas longtemps. Pavel demanda de s'arrêter près d'un vieux quartier où, disait-il, il avait vécu autrefois. Les maisons y étaient délabrées, avec des fissures sur les façades, mais une odeur de pain s'échappait d'une petite boulangerie au coin de la rue, et on entendait les voix d'enfants jouant au ballon. Ils descendirent et longèrent une ruelle étroite jusqu'à une maison de 2 étages, avec une porte bleue à la peinture écaillée. Pavel s'arrêta. « Une famille vivait ici. Je leur ai tout pris. » Anna le regarda, interrogatrice. C'était une veuve avec 3 enfants. Son mari était mort à l'usine et cette maison était tout ce qui lui restait. Je l'ai convaincue que la maison était dangereuse et que les autorités allaient bientôt la démolir. Je lui ai offert une misère et elle l'a accepté. 1 mois plus tard, on construisait déjà un magasin ici. Et elle... Il marqua une pause. Elle s'est morte 2 ans plus tard dans une baraque. Sa voix se brisa et Anna vit pour la première fois une larme couler lentement sur sa joue. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?» demanda-t-elle prudemment. « Pour demander pardon, au moins, aux enfants. » À ce moment, la porte s'ouvrit et une femme d'une 40aine d'années, un enfant dans les bras, apparut sur le seuil. Pavel fit un pas en avant. « Excusez-moi, commença-t-il. Seriez-vous par hasard ?» La femme fronça les sourcils, puis ses yeux s'écarquillèrent. « C'est vous ?» Sa voix devint dure. « L'homme à cause de qui ma mère est morte ?» Anna sentit tout se contracter en elle. Pavel Sergueïevitch baissa le regard. « Oui. » La femme eut un rire bref et amer. « Et alors ? Vous venez me dire que vous êtes désolé, 20 ans après ? Oui, et vous aider, si vous acceptez mon aide. » Elle le fixa longuement, puis dit « M'aider ? Allez-vous me rendre ma mère, mon enfance ?» Il resta silencieux. « Partez, dit-elle doucement. Je ne veux pas vous voir. » Pavel hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il fit demi-tour et se dirigea vers la voiture. Anna le rattrapa. « Pourquoi continuez-vous à faire ça, si presque tout le monde vous déteste ?
Il la regarda avec des yeux fatigués. « Parce que la haine est une réaction honnête. Mais si je ne la traverse pas, je ne pourrai jamais me libérer. » Ils repartirent en silence. Le soir, ils rentrèrent à l'hôtel particulier. Marfa les accueillit à la porte, regardant Pavel avec inquiétude. « Vous avez l'air pâle, Pavel Sergueïevitch. Vous devriez vous reposer. »« N'en ai marre. » Un peu plus tard, dit-il, et il demanda à Anna de le suivre dans la bibliothèque. La pièce était remplie de vieux livres, de poussière et de la lumière chaude d'une lampe de bureau. Pavel ouvrit l'un des tiroirs d'un bureau massif et en sortit un dossier. « Voici les documents pour un terrain dans le quartier voisin. Je veux que tu les gardes. S'il m'arrive quelque chose, remets-les à Alexei. Cela l'aidera à commencer la construction du nouvel orphelinat. » Anna prit le dossier, sentant son poids, physique et moral. « Pourquoi moi ? Vous avez des gens en qui vous avez plus confiance ? » Non, il secoua la tête. « Tous ceux en qui j'avais confiance ont disparu quand j'ai cessé d'être utile. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être ici, et pourtant tu restes. » Elle allait répondre, mais à ce moment il se mit à tousser violemment. Anna se précipita pour lui chercher de l'eau, mais la toux ne s'arrêtait pas. Finalement, il s'essuya les lèvres avec un mouchoir et fit un geste de la main. Tout va bien. Cependant, ses mains tremblaient, et elle remarqua sur le mouchoir des taches de sang sombre qu'il cacha rapidement dans sa poche. « Il vous faut un médecin, dit-elle. « J'ai besoin de paix, répondit-il doucement, et un médecin ne me la donnera pas. » Le lendemain, ils se rendirent dans une vieille église à l'extérieur de la ville. Pavel lui expliqua qu'il y avait autrefois fait des promesses qu'il n'avait jamais tenues. L'église se dressait au bord de la rivière, entourée de bouleaux, et dans la brume matinale, elle semblait presque fantomatique. À l'intérieur, le silence régnait. Pavel s'agenouilla devant une icône et pria longuement, murmurant des mots à peine audibles. Anna se tenait un peu à l'écart, l'observant. À cet instant, elle comprit qu'il cherchait le pardon non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Après l'office, ils sortirent sur la rive. La rivière coulait paisiblement, reflétant le ciel gris. Pavel s'assit sur un banc et dit « Tu sais, Anna, le plus difficile n'est pas d'avouer ses péchés, mais de vivre avec le fait qu'on ne peut pas les réparer complètement. » Elle s'assit à côté de lui. « Mais au moins vous essayez. » Il eut un faible sourire. « Cela n'efface pas ce que j'ai fait, mais peut-être que cela allège le fardeau avec lequel je partirai. » Ils restèrent assis en silence, écoutant le clapotis de l'eau contre la rive. Le soir, Pavel semblait complètement épuisé. À la maison, il demanda à Anna de rester au salon, tandis que lui montait dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, Marfa descendit, agitée. « Il ne se sent pas bien du tout. » Anna se précipita à l'étage. Pavel était allongé sur le lit, le visage pâle, la respiration lourde. « Est-ce que c'est la fin ?» murmura-t-elle en s'asseyant près de lui. Il ouvrit les yeux et dit avec difficulté « Non, pas encore. Il y a un dernier endroit. Demain, nous irons. » « Vous n'êtes pas en état... » « C'est important, Anna. Si je n'y vais pas, tout le reste n'aura aucun sens. » Elle voulut protester, mais elle vit son inflexibilité. Tard dans la nuit, elle ne parvenait pas à dormir. Les visages des gens qu'ils avaient rencontrés défilaient entre dans sa tête. Alexei et son sourire amer, la femme avec son enfant qui avait refusé son aide. Et maintenant, ce dernier endroit qu'ils tenaient tant à visiter. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que tout ce qu'ils avaient déjà vu ? Et pourquoi insistait-il autant malgré son état ? Anna comprit que le lendemain pourrait être le jour le plus difficile et peut-être le dernier pour Pavel Sergueïevitch. Le lendemain matin, ils partirent avant l'aube. Pavel Sergueïevitch était assis dans la voiture, enveloppé dans un plaid. Ses yeux étaient à mi-clos, mais une étrange flamme obstinée y brûlait. Anna gardait le silence, craignant d'épuiser ses forces par des conversations. 2 heures plus tard, ils arrivèrent à un petit cimetière en périphérie de la ville. Pavel lui demanda de l'aider à sortir. Il s'appuyait sur sa canne mais tremblait légèrement. « C'est ici, murmura-t-il, qu'est enterrée une petite fille. Elle avait 10 ans quand j'ai signé les documents qui ont fait expulser sa famille. Elle s'est tombée malade et elle est morte. » Ils s'approchèrent d'une petite tombe surmontée d'une croix blanche. Sur la plaque était donc gravé le nom Léna. À côté se trouvait une poupée délavée. Pavel s'agenouilla lentement, retira son chapeau et fixa longuement la terre. « Léna, dit-il doucement, je me souviens de toi. Pardonne-moi. » Anna se tenait à côté, ne sachant comment réagir. Elle comprenait que ce moment était sa dernière chance de dire ce qu'il portait en lui depuis 20 ans. Des larmes coulaient sur ses joues. Il déposa sur la tombe un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une chaîne en or avec un pendentif.
C'est tout ce qui me reste de ma femme, dit-il, que ce soit à toi, même s'il est tard. Il se releva péniblement et Anna l'aida à regagner la voiture. Une fois assis, il la regarda et dit « Maintenant, je suis prêt. » Le retour se fit en silence. Devant le portail de la demeure, il lui prit la main. « Merci d'avoir été là. » Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas. Pavel monta dans sa chambre juste après le dîner, tandis qu'Anna resta assise près de la fenêtre, à regarder les étoiles. Elle pensait au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, aux gens qu'ils avaient rencontrés, à la douleur qu'elle avait vue dans les yeux de Pavel et de ceux à qui il avait fait du mal autrefois. Elle comprenait qu'elle avait été le témoin de quelque chose d'important, quelque chose qui arrive rarement dans une vie. Un homme qui avait passé sa vie à détruire avait, à la fin, tenté de construire. Peut-être que cela ne pouvait pas effacer entièrement sa culpabilité, mais cela donnait l'espoir que même dans l'âme la plus sombre, une lumière pouvait jaillir. Marfa lui apporta du thé et s'assit à côté d'elle. « C'est un homme bon, dit-elle doucement. Il ne l'a pas toujours été, mais maintenant, il l'est. »« Pourquoi pensez-vous cela ?» demanda Anna. « Parce que les mauvaises personnes de Var ne souffrent pas comme il souffre. » Elles restèrent assises en silence, écoutant le calme de la maison. Quelque part à l'étage, une latte de plancher grinça. Pavel ne dormait pas. Elle l'imagina allongé dans le noir, pensant à tout ce qu'il avait fait et n'avait pas fait dans sa vie, aux enfants de l'orphelinat, à la veuve avec ses 3 enfants, à la petite Léna. Le lendemain matin, tout était calme. Trop calme. Marfa monta la première à l'étage et redescendit peu après, les yeux rouges. « Il est parti, dit-elle simplement. Anna monta dans sa chambre. Pavel était allongé sur le lit, recouvert d'un drap blanc. Son visage était serein, presque apaisé. Sur la table de chevet se trouvait une note qui lui était adressée. Anna était-il écrit d'une écriture tremblante ? « Tu m'as donné la chance d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Maintenant, tu connais toute la vérité sur moi. Utilise-la comme tu le jugeras bon. Les documents dans la bibliothèque aideront ceux à qui j'ai un jour brisé la vie à en commencer une nouvelle. Merci de ne pas m'avoir jugé, mais d'avoir simplement été là. » Anna plia la note et regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur le jardin, illuminant les allées où il s'était promené récemment. Elle comprit que son propre chemin ne faisait que commencer. Il lui fallait maintenant accomplir sa dernière volonté et, peut-être, trouver une réponse à la question qui la tourmentait depuis des jours. Peut-on vraiment racheter ce qui semble impardonnable ? Les funérailles de Pavel Sergueïevitch furent modestes. Seules quelques personnes s'étaient rassemblées au cimetière. Marfa, le chauffeur, 2 voisins âgés et Anna. Le prêtre récitait des prières au-dessus d'un simple cercueil en bois, tandis que le vent d'automne faisait bruire les feuilles jaunies. Anna se tenait en silence, le dossier de documents à la main, pensant que cet homme avait emporté avec lui plus de douleur que certains n'en connaissent en toute une vie. Après l'enterrement, Marfa s'approcha d'elle. « Qu'adviendra-t-il de la maison ?» demanda-t-elle. Anna ouvrit le dossier et trouva parmi les documents un testament. Il y était stipulé que l'hôtel particulier et toute la fortune de Pavel lui revenaient à une condition, qu'elle les utilise pour aider ceux à qui il avait fait du mal. « Je respecterai sa volonté, » dit doucement Anna. Sa première visite fut pour Alexei, sur le chantier. Il travaillait malgré la pluie et fut surpris de la voir. « Pavel Sergueïevitch est mort, » dit-elle sans préambule. Alexei s'arrêta, posa son outil et resta longtemps silencieux. « Je ne sais pas quoi ressentir, avoua-t-il enfin. Une partie de moi est contente qu'il ne puisse plus faire de mal à personne, et une autre le regrette. » Anna lui tendit les documents du terrain. « Il voulait que vous construisiez un nouvel orphelinat. » Alexei prit le dossier d'une main tremblante. « Il a vraiment fait ça ? » ?»« Oui, et pas seulement ça. » Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu pendant les jours passés avec Pavel, ses souffrances, ses rencontres avec les victimes, sa quête de pardon. Alexei écoutait en silence et son visage changea peu à peu. « Vous savez, dit-il à la fin, je pensais que je serais heureux quand il mourrait. Je pensais que cela m'apporterait la paix, mais maintenant je comprends. La haine ne guérit pas la douleur, elle ne fait que l'amplifier. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda Anna. « Je construirai l'orphelinat. Pas pour lui, mais pour les enfants qui ne sont plus là. » Il la regarda attentivement. « Et vous ? Qu'allez-vous devenir ?» Anna ne savait que répondre. Elle avait la fortune d'un homme mort, une maison qui n'était pas la sienne et une mission qu'elle n'avait pas choisie. Mais il y avait un autre aspect, son frère commençait déjà à se rétablir après l'opération, et les médecins disaient que tout s'était bien passé. « Je vais essayer de réparer au moins une partie de ce qu'il a fait, dit-elle enfin.
Son arrêt suivant fut la maison à la porte bleue écaillée. Anna resta longtemps devant, rassemblant son courage. Finalement, elle frappa. La même femme lui ouvrit, mais cette fois sans enfant. En voyant Anna, elle fronça les sourcils. « Vous étiez avec lui ? Que voulez-vous ?»« Pavel Sergueïevitch est un mort, » dit Anna. La femme ne montra aucune émotion. « Et il a laissé toute sa fortune pour aider les gens à qui il a fait du mal, y compris votre famille. » Anna lui tendit une enveloppe contenant les documents d'un appartement dans un nouveau quartier et un chèque de banque. La femme les prit, les regarda et eut un rire amer. « Vous croyez que ça va tout arranger ?»« Non, répondit honnêtement Anna, mais cela peut aider votre enfant à avoir une vie meilleure. » La femme resta longtemps silencieuse, examinant les documents. « Vous savez ce qui est ça le plus terrible ?» dit-elle enfin. « J'ai envie de refuser. J'ai envie de vous jeter tout ça au visage et de dire que je ne veux pas de son argent sale, mais je ne peux pas. » Sa voix trembla. « Mon fils a de l'asthme, il a besoin de soins et je n'ai même pas d'argent pour les médicaments. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Prenez-le, dit doucement Anna. Pas pour lui, mais pour votre fils. » La femme hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Comment s'appelait-il cet homme ?»« Pavel Sergueïevitch. »« Et vous ?»« Anna. Anna, je ne pourrai jamais lui pardonner. Mais merci d'être venue. » Anna partit le cœur lourd, comprenant que certaines blessures ne guérissant jamais. Les semaines suivantes se passèrent en déplacement constant. Anna recherchait toutes les personnes qu'elle pouvait trouver dans les notes de Pavel. C'était un travail méticuleux, semblable à une enquête. Beaucoup étaient déjà morts, d'autres avaient déménagé et certains ne voulaient rien entendre du passé. Mais ceux qui acceptaient son aide la recevaient sans poser de questions. Des maisons, des appartements, de l'argent pour des soins, pour l'éducation des enfants. Marfa l'aidait en tout. La vieille femme se révéla être bien plus qu'une gouvernante. Elle était quelqu'un qui connaissait Pavel depuis de nombreuses années et avait été témoin de sa transformation. « Il n'a pas toujours été comme ça », racontait-elle le soir autour d'un thé. « Quand je suis arrivé chez lui il y a 10 ans, il était cruel et indifférent. Mais ensuite, quelque chose a changé. »« Quoi donc ?» demanda Anna. « Il a rencontré un garçon, dit doucement Marfa. Un orphelin de ce même orphelinat qu'il avait aidé à fermer. Le garçon vivait dans la rue, il volait pour manger. Pavel Sergueïevitch l'a attrapé dans son jardin alors qu'il cueillait des pommes. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il l'a nourri, lui a donné de l'argent, puis il a découvert qui il était et d'où il venait. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et c'est là qu'il a compris ce qu'il avait fait. Le garçon est mort 1 mois plus tard d'une pneumonie. Pavel Sergueïevitch n'a pas dormi pendant plusieurs jours, puis il est allé voir les médecins. Ils lui ont dit qu'il avait un cancer. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il devait tout réparer. Anna écoutait, et une image complète se formait dans son esprit. Un homme qui avait passé sa vie à détruire s'était retrouvé face aux fruits de ses actes et n'avait pas pu le supporter. 3 mois passèrent. La construction du nouvel orphelinat avançait à grands pas. Alexis envoyait régulièrement des photos et des rapports. Les enfants qui avaient reçu de l'aide grâce à l'héritage de Pavel commençaient une nouvelle vie. Anna sentait que les choses progressaient, mais un vide grandissait en elle. Elle accomplissait la volonté d'un autre, vivait la vie d'un autre, résolvait les problèmes d'un autre, mais qu'en était-il de sa propre vie ? Elle repensa à son village, à sa mère, à son frère. Piotr était sorti de l'hôpital et, d'après les lettres de sa mère, se portait à merveille. Il allait à l'école, jouait avec ses amis. Il vivait une vie d'enfant normale. Le but pour lequel Anna avait accepté ce mariage était atteint. Mais elle-même restait prisonnière de l'histoire d'un autre. Un soir, un inconnu vint la voir. Il se présenta comme étant Nikolaï Petrovitch, inspecteur de la police judiciaire. « Je dois vous parler de Pavel Sergueïevitch Kratov », dit-il sérieusement. Anna le fit entrer, et ils s'assirent dans la même bibliothèque où Pavel lui avait autrefois raconté son passé. « Nous enquêtons sur des affaires vieilles de 20 ans, commença l'inspecteur. Escroquerie immobilière, corruption de fonctionnaires, peut-être des crimes plus graves. Pavel Sergueïevitch Kratov était une figure clé dans ces affaires. Il sortit un épais dossier. Mais il était mort avant que nous ayons pu l'inculper. Anna sentit son cœur se serrer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ces biens peuvent être saisis en tant que produits d'activité criminelle, y compris ce qu'il vous a légué. L'inspecteur la regarda attentivement. Mais il y a une nuance. Si vous aidez l'enquête, si vous nous dites tout ce que vous savez sur ses agissements et ses relations, nous pourrons envisager de conserver une partie des fonds à des fins caritatives. Anna resta longtemps silencieuse.
Les visages de toutes les personnes qu'elle avait aidées ces derniers mois défilaient dans sa tête. Les enfants dans leur nouvelle maison, la femme au fils malade, l'orphelinat en construction. Et si je refuse, alors tout sera saisi, et ceux qui ont déjà reçu de l'aide pourraient être contraints de la rembourser. L'inspecteur parlait calmement, mais Anna perçut de la dureté dans sa voix. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, mais pas trop. Demain, nous obtiendrons un mandat de saisie. » Lorsque l'inspecteur fut parti, Anna s'assit par terre dans la bibliothèque et pleura. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à montrer sa faiblesse. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce pourquoi elle s'était sacrifiée, pouvait s'effondrer en un instant. Marfa la trouva là 1 heure plus tard. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» Anna lui raconta la visite de l'inspecteur. Marfa l'écouta et resta longtemps silencieuse. « Et vous savez ce que vous allez faire ?» « demanda-t-elle enfin. « Non, avoua honnêtement Anna. Et qu'aurait fait Pavel Sergueïevitch ? » « Il aurait dit la vérité, » répondit Anna sans hésiter. Le lendemain matin, elle se rendit chez l'inspecteur. Plusieurs personnes l'attendaient au poste. Nikolaï Petrovitch lui-même, le procureur et 2 autres hommes en civil. « Je suis prête à tout raconter, » dit Anna. Pendant les 4 heures qui suivirent, elle relata en détail chaque jour passé avec Pavel, ses confessions, ses rencontres avec les victimes, les documents qu'il lui avait remis. Les enquêteurs l'écoutaient attentivement, prenaient des notes et posaient parfois des questions de clarification. Donc, dit le procureur à la fin, il s'avère que Pavel Kratov a réellement tenté de compenser les dommages qu'il avait causés ? Oui, répondit Anna, et la majeure partie des fonds a déjà été utilisée pour aider les victimes. Le procureur échangea un regard avec ses collègues. Dans ce cas, nous sommes prêts à ne pas saisir les fonds déjà versés aux bénéficiaires, mais le reste des biens sera tout de même confisqué. Anna hocha la tête, elle s'y attendait. Il y a un détail, ajouta l'inspecteur. D'après nos informations, Pavel Kratov n'agissait pas seul, il avait des complices, qui sont toujours en liberté. Si vous nous aidez à les retrouver... Je ne connais personne d'autre, le coupa Anna. Il ne m'a pas parlé de complices. C'était la vérité. Pavel n'avait toujours parlé que de ses propres actes, sans jamais nommer personne. Dommage, dit le procureur, mais votre témoignage est très précieux. Il nous aidera à clore cette affaire et à établir définitivement la vérité. En sortant du poste, Anna ressentit un étrange soulagement. Elle avait dit la vérité, toute la vérité qu'elle connaissait. Et maintenant, que la justice suive son cours. À la maison, une surprise l'attendait. Alexei était assis dans le salon. « J'ai entendu dire que la police était venue vous voir, » dit-il. « Tout va bien. » Anna lui raconta ce qui s'était passé. Alexei écoutait, l'air sombre. « Donc, il faut arrêter la construction de l'orphelinat ? » « Non, » répondit Anna. « L'argent qui a déjà été dépensé ne sera pas touché. On peut finir l'orphelinat. »« Et qu'allez-vous devenir ?» Anna réfléchit. En effet, qu'allait-elle devenir ? La maison serait bientôt saisie, l'argent aussi. Elle se retrouverait avec ceux avec quoi elle était venue ? Non, avec encore moins. À l'époque, elle avait au moins un mariage qui lui offrait une certaine sécurité. Maintenant, elle n'était plus personne. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je suppose que je vais rentrer chez moi, chez ma mère. »« Et si vous ne voulez pas y retourner ?» demanda Alexei à l'improviste. Anna le regarda surprise. « J'ai besoin d'un assistant pour l'orphelinat. Quelqu'un qui comprend ce que cela signifie, qui a vu comment les gens souffrent de l'injustice. » Ses yeux étaient sérieux. « Ce n'est pas un travail facile, le salaire n'est pas élevé, mais c'est une cause juste. » Elle sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Vous avez mérité le droit de commencer une nouvelle vie. » Elle réfléchit à sa proposition. Travailler avec des enfants, aider ceux qui en ont besoin. Ce serait son propre choix, son propre chemin, non pas l'accomplissement de la volonté d'un autre, mais sa propre décision. « Oui, dit-elle avec détermination. Oui, j'accepte. » 1 mois plus tard, l'hôtel particulier de Pavel fut mis sous scellé et remis à l'état. Anna ne prit que ses affaires personnelles et s'installa dans un petit appartement près de l'orphelinat en construction. Chaque jour, elle travaillait avec Alexei, planifiant les activités futures de l'établissement, rencontrant les enfants qui y seraient accueillis et réglant des milliers de petits problèmes. C'était un travail difficile, mais plein de sens. Pour la première fois depuis de longs mois, Anna sentait qu'elle vivait sa propre vie, et non qu'elle jouait un rôle dans l'histoire d'un autre. Elle écrivait régulièrement à sa mère et à son frère pour leur parler de son nouveau travail.
Sa mère s'inquiétait que sa fille ne soit pas mariée et vive seule, mais Anna lui expliquait qu'elle voulait se consacrer à cette cause pour le moment. Piotr lui envoya un dessin représentant des enfants jouant dans la cour d'une grande maison. « C'est ton orphelinat » avait-il écrit d'une écriture malhabile en bas de la page. Anna accrocha le dessin au mur de son petit bureau, et chaque fois qu'elle le regardait, elle se souvenait de la raison pour laquelle tout cela avait commencé. L'orphelinat ouvrit ses portes exactement 1 an après la mort de Pavel Sergueïevitch. De nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour la cérémonie d'ouverture, des fonctionnaires, des journalistes, les futurs éducateurs et les premiers enfants. Alexis prononça un discours expliquant que cet établissement était créé à la mémoire des enfants qui n'avaient pas reçu d'aide à temps. Anna se tenait à l'écart et observait. Après la partie officielle, une femme avec un enfant s'approcha d'elle. Anna la reconnut. C'était la femme de la maison à la porte bleue écaillée. « Bonjour, dit-elle timidement. « Bonjour, répondit Anna. Je voulais vous dire merci, pour l'appartement, pour les soins de mon fils. » Le garçon, âgé d'environ 5 ans, tenait fermement la main de sa mère et regardait Anna avec curiosité. « Comment allez-vous » demanda Anna. « Bien. Maxime est en bonne santé. J'ai trouvé un travail. Nous menons une vie normale. » La femme se tut un instant puis ajouta « Je ne peux toujours pas pardonner à cet homme, mais je vous suis reconnaissante d'avoir fait quelque chose de bien avec son argent. » Anna hocha la tête. « C'est juste. On ne peut pas forcer le pardon. » Le garçon lâcha soudain la main de sa mère et s'approcha d'Anna. « C'est vrai qu'il y aura des enfants sans papa ni maman ici ?» demanda-t-il. « C'est vrai, répondit Anna. Et on jouera avec eux ? Bien sûr. Et on leur apprendra plein de choses. » Maxime réfléchit. « Est-ce que je pourrais venir jouer avec eux de temps en temps ? Parce qu'ils doivent être tristes, sans papa ni maman. » Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, tu pourras, dit-elle. C'est une très bonne idée. » La femme prit son fils par la main. « Allons-y, il est temps de partir. » En s'éloignant, elle se retourna et dit « Anna, vous êtes une bonne personne. Merci d'exister. » Et elle partit sans attendre de réponse. Le soir, Anna était assise dans son bureau, triant des documents. Alexei passa la tête par la porte. « Grosse journée ?»« Non, répondit-elle. Une bonne journée. » Il s'assit en face d'elle. « Vous savez à quoi je pense ?» Pavel Sergueïevitch a finalement obtenu son pardon. Anna leva la tête. « Comment ça ?»« À travers nous, à travers ce que nous faisons. Il ne pouvait pas réparer le passé, mais il a donné la possibilité de réparer l'avenir. »« Vous croyez que ça suffit ?» demanda Anna. Alexei resta longtemps silencieux. « Je crois séparer les encoches... Je ne sais pas. Mais c'est mieux que rien. Et c'est bien mieux que s'il avait tout emporté avec lui dans la tombe. » Anna hocha la tête. Elle y pensait souvent. Peut-on racheter sa faute par de bonnes actions ? Celui qui a causé un tort irréparable a-t-il droit au pardon ? Elle n'avait jamais trouvé de réponse, mais elle avait compris une chose. L'important n'est pas de savoir si le pécheur est pardonné, mais que le mal ne se perpétue pas à l'infini, qu'à un moment donné, la chaîne de la destruction se brise et que commence celle de la création. C'est peut-être là le sens de la rédemption. Non pas obtenir le pardon, mais arrêter le mal et faire naître le bien. 6 mois de plus s'écoulèrent. Anna s'était complètement adaptée à sa nouvelle vie. Elle avait un travail intéressant, un petit appartement confortable et des projets d'avenir. Elle aidait les enfants à trouver de nouvelles familles, organisait leurs loisirs, suivait leur scolarité. Cela lui apportait une réelle satisfaction. Un jour, une fillette d'une 10aine d'années entra dans son bureau. « Anna Petrovna, dit-elle sérieusement, c'est vrai que c'est un méchant qui a construit l'orphelinat ?» Anna fut surprise. « Qui t'a dit ça ?»« Les grands. Ils disent qu'il a tué d'autres enfants et qu'ensuite il a construit cette maison pour que Dieu le pardonne. » Anna s'accroupit à côté de la fillette. « Comment t'appelles-tu ?»« Sveta. »« Sveta, c'est une histoire compliquée. C'est vrai, l'homme qui a donné l'argent pour la construction a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, mais il l'a compris et il a voulu tout réparer. »« Et Dieu l'a pardonné ?» demanda la fillette avec espoir. « Je ne sais pas, répondit honnêtement Anna, mais je sais que vous, les enfants, vous avez une belle maison, et c'est le plus important. » Sveta réfléchit. « Et si je fais quelque chose de mal, et qu'après je fais quelque chose de bien, on me pardonnera ?» Anna sourit. « Sveta, le plus important, c'est d'essayer de ne pas faire de mal. Et si ça arrive, il faut s'excuser et ne plus recommencer. Compris ?» La fillette hocha la tête et courut jouer. Le soir, Anna appela sa mère. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda sa mère. « Bien, maman. Je travaille, j'aide les enfants. »« Et ta vie personnelle ? Il serait peut-être temps de penser au mariage ?» Anna se mit à rire. « Certaines choses ne changent jamais. »«
Maman, je suis occupée par quelque chose d'important, je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Bon, d'accord, soupira sa mère. L'important c'est que tu sois heureuse. Était-elle heureuse? Anna se posait la question chaque jour, et chaque jour elle répondait oui. Heureuse, mais pas comme elle l'avait rêvé dans son enfance, pas avec un mari et ses propres enfants. Elle avait un but, des gens qu'elle pouvait aider, le sentiment que sa vie avait un sens. Tard le soir, elle se rendait souvent au cimetière, sur la tombe de Pavel Sergueïevitch. Sur la stèle n'était inscrit que son nom et ses dates, sans belles paroles sur la mémoire éternelle ou le repos. Anna lui parlait de l'orphelinat, des enfants, du destin de ceux qui l'avaient aidée. Elle lui faisait aussi part de ses doutes, se demandant si elle faisait les choses correctement. Il n'y avait pas de réponse, bien sûr, mais cela la soulageait, comme si elle rendait des comptes à celui qui lui avait confié sa dernière mission. Et dans ces moments, elle sentait que, peut-être, il avait vraiment trouvé la paix, non pas à travers le pardon des gens qui l'avaient blessé, mais à travers le bien qui continuait de vivre après sa mort. 3 années passèrent ainsi. Anna devint directrice adjointe de l'orphelinat, obtint un diplôme de pédagogie par correspondance et écrivit plusieurs articles sur le travail avec les orphelins. Sa vie était stable et pleine de sens, mais parfois quand elle repensait au chemin qu'il avait mené là et comprenait, le destin d'une personne peut basculer à cause d'une seule décision. Sa décision d'épouser un inconnu pour sauver son frère avait eu des conséquences totalement inattendues. Et c'était peut-être là aussi une leçon, nous ne savons jamais où nos actes nous mèneront. Pavel Sergueïevitch pensait détruire des vies pour son propre profit, et au final, il avait donné à de nombreuses personnes la chance de recommencer. Anna pensait se sacrifier pour son frère, et elle avait trouvé sa vocation. La vie s'était avérée plus complexe que n'importe quel plan, et plus juste que n'importe quel jugement humain. Et c'est peut-être dans cette complexité que résidait sa plus grande sagesse. Il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer ce qui semble irréparable. Il n'est jamais trop tard pour choisir le bien plutôt que le mal, même si c'est le dernier choix de sa vie. Pour son 25e anniversaire, Anna reçut un cadeau inattendu. Une lettre de Piotr, qui était maintenant un adolescent de 14 ans. « Ma sœur, écrivait-il, j'ai décidé que je voulais aussi aider les enfants. Peut-être que je deviendrai médecin ou professeur. Je veux que ma vie ne soit pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres, comme la tienne. » Anna lut la lettre et pleura, de joie, de fierté et de la certitude que la boucle était rebouclée. Le mal initié par Pavel Sergueïevitch s'était transformé en bien, un bien qui allait maintenant vivre à travers de nouvelles personnes et se propager. C'était peut-être là la réponse à sa question. Peut-on racheter l'impardonnable ? On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas ressusciter les morts ni effacer la douleur des vivants. Mais on peut faire en sorte que le mal ne se répète pas. On peut initier une chaîne de bonnes actions qui durera bien plus longtemps que n'importe quelle vie humaine. Et c'est peut-être en cela que consiste la véritable rédemption. Non pas à obtenir le pardon, mais à créer un monde où un tel pardon ne sera plus nécessaire. Le soleil se couchait derrière la fenêtre de l'orphelinat, éclairant le terrain de jeu où les enfants jouaient au football. Anna les regardait en souriant. Demain serait un nouveau jour, avec de nouveaux soucis, de nouvelles joies. Et elle le vivrait honnêtement, en aidant ceux qui en ont besoin et en se souvenant que chaque personne a droit à une seconde chance même si elle ne la saisit qu'au tout dernier moment.